Par une matinée nuageuse de routine urbaine à Tokyo, alors que le soleil perçait à peine, le ciel s'est transformé en une scène d'horreur soudaine. À 11h47 heure locale, la Corée du Nord a lancé 6 missiles balistiques Hwasong-10 77 depuis sa côte est, directement vers la capitale japonaise. Traversant de la mer du Japon à des vitesses supersoniques, ils ont déclenché les sirènes d'alerte dans toute la métropole, provoquant une panique massive tandis que des millions de personnes évacuaient les stations et les bâtiments. Quelques minutes plus tard, des intercepteurs ont envahi les airs, mais 2 missiles ont touché des zones périphériques, causant des explosions qui ont ébranlé la ville. Pyongyang avait franchi une ligne irréversible, et ce qui s'est passé 38 minutes plus tard a laissé Kim Jong-un et le monde entier sous le choc. Selon des rapports au déclassifié du commandement Indo-Pacifique, les missiles ont été détectés par des radars à Okinawa et Hokkaido, accélérant à plus de 7000 km/h. Lancement hostile confirmé. Multiples missiles balistiques. Trajectoire vers Tokyo. Activer les défenses? Les alarmes ont retenti, mais 2 ont échappé aux défenses initiales, abattant des structures et incendiant des zones. À Séoul, Washington et sur des bases comme Yokosuka, des systèmes de surveillance se sont activés, enregistrant le profil des KN-24, connus pour leur précision et leur potentiel nucléaire. Personne n'attendait une attaque aussi audacieuse sur une capitale alliée. Tout a commencé à 11h32 avec des alertes précoces de satellites américains détectant des mouvements inhabituels sur les côtes nord-coréennes. Des lanceurs mobiles, Ichi, des transmissions codées. Priorité maximale, menace imminente. Le commandement japonais s'est mobilisé, activant le système avec des radars SPI-1, traquant à un rythme effréné. Mais les impacts sont arrivés. À 11h52, le Japon a transmis un impact confirmé. Nous demandons un soutien immédiat. L'inattendu a été la réponse américaine. Depuis le porte-avions USS Ronald Reagan à 300 km en mer du Japon, des F-35 Lightning II décollaient en formation d'urgence. Ces avions furtifs de 5e génération, capables de plus de 1900 km/h, armés de missiles AIM-120 et de bombes laser, rugissaient avec des moteurs Pratt & Whitney F-135, recevant des coordonnées pour neutraliser la source. Si tu es passionné par la supériorité aérienne américaine et que tu crois que la technologie sauve des vies, écris « Défense » dans les commentaires. Le F-35 est une merveille. Il emporte jusqu'à 8000 kg d'armement avec un radar APG-431, détectant à plus de 250 km et une furtivité qui le rend invisible pour des frappes précises, dans des scénarios imprévisibles comme la mer du Japon. Des attaques comme celle-ci naissent d'escalades maximales, de disputes territoriales, de sanctions ou de tensions nucléaires. Qu'est-ce qui a motivé la Corée du Nord? Les réseaux sociaux sont explosés avec des vidéos d'explosions orangées et d'avions s'élevant, spéculant sur des représailles aux sanctions ou des erreurs de calcul, mais la vérité impliquait du renseignement et de la géopolitique. À 12h05 à Pyongyang, le général Pak Jong-chon surveillait la réponse, activant des radars à Wonsan et Sinuiju avec des missiles Ken-06. Les F-35 sont apparus sur les écrans, volant bas pour éviter la détection, virant au nord et montant en altitude. Le schéma d'incursion de représailles selon le Pentagone. Un mémo filtré. Réponse proportionnelle autorisée. Neutraliser les lanceurs. Ne pas escalader. Des théories. Pointait vers des tests de défense alliés ou des répliques à des manœuvres conjointes. À 12h25, des radars japonais ont été confirmé que les F-35 traversaient l'espace international avec un KC-46 pour le ravitaillement. La Corée du Nord a détecté des interférences électroniques confirmant une contre-attaque. Des images satellites ont montré du mouvement sur des bases nord-coréennes. Peut-être en préparation d'une seconde vague, mais le coup américain l'a empêché. Les F-35 ont viré au sud, baissant de la tension, mais laissant clair que quelque chose bouillonnait dans le Pacifique. Ces derniers mois, la mer du Japon est un point focal de surveillance américaine avec le F-35 clé dans la dissuasion. Cet incident a été immédiat, sans avertissement à l'ONU, suggérant une réponse à un flash. Avant de continuer, abonne-toi à la chaîne, car bientôt nous révélerons ce que les satellites ont montré après la contre-attaque et son lien avec une grande escalade militaire. Des heures plus tard, la Corée du Nord a émis. Nous avons répondu à des provocations impérialistes, protocole de défense souveraine activé, missiles côtiers en alerte pendant des heures avec le leader convoquant le conseil. La télévision a montré des batteries en Thor et Javelin prêtes. Le message:
Nous sommes préparés au combat. À Washington, les experts des médias ont commencé à diffuser des rumeurs. Le site Warzone a affirmé que la contre-attaque des F-35 faisait une partie d'une doctrine de réponse immédiate pour protéger les Alliés, tandis qu'une source du Pentagone citée par Navy Times a dit laconiquement « Ce n'était peut-être pas de l'agression, c'était de l'autodéfense, mais comme toujours la rareté des données n'a fait qu'attiser l'intrigue. Les analystes militaires y ont convenu que la manœuvre avait un but plus symbolique que destructif, démontrer que les États-Unis peuvent contre et attaquer en minute, même sous le feu ennemi. Et cet avertissement adressé à Pyongyang, mais aussi à Pékin et Moscou, n'a pas été ignoré. Durant la matinée, les gouvernements de Chine et de Russie ont condamné la contre-attaque, la qualifiant d'acte impérialiste menaçant la paix dans le Pacifique. En opposition, le département d'État a répliqué que toutes les actions ont été exécutées selon les normes internationales et avec des objectifs défensifs, tandis que le Japon, allié de Washington, gardait le silence. Bien que des sources militaires ont confirmé que des radars japonais avaient guidé les F-35 des heures plus tôt, les médias globaux ont commencé à se référer à l'attaque sur Tokyo et le hashtag #missiles sur Tokyo s'est viralisé. Vidéos, cartes de trajectoire et enregistrements radio présumés ont inondé Internet. Mais derrière le tumulte, les experts alertaient sur quelque chose de plus profond. Les F-35 pourraient avoir été l'avant-garde d'une opération secrète plus vaste, et ce qui se révélerait dans les heures suivantes clarifierait que l'attaque n'était que le prologue. À l'aube, les radars du Pacifique restaient opérationnels. La contre-attaque des F-35 était déjà terminée, mais les réverbérations de la tension persistaient dans l'air. Sur des bases militaires, comme Misawa, Busan et Diego Garcia, les équipes d'alerte restaient en position. À Pyongyang, le commandement de la défense aérienne surveillait tout mouvement américain. Ce qui paraissait un incident isolé s'est mué en un puzzle géopolitique. Pourquoi la Corée du Nord a-t-elle attaqué avec ses missiles? Que cherchaient-ils à prouver? Et surtout, pourquoi les F-35 ont-ils répondu par des frappes si précises sur les côtes nord-coréennes? Tandis que les nations échangeaient des notes diplomatiques, les analystes ont trouvé des schémas inquiétants. Des satellites russes ont capté des vols ultérieurs, coïncidant un timing et en route avec les F-35, incluant un avion de renseignement P-8 Poséidon qui a décollé de Diego Garcia des heures plus tard. Ce détail a tout changé. Si les chasseurs neutralisaient sans des lanceurs, le P-8 avait un rôle évident, surveiller les communications ennemies. À 12h15 du matin, le radar des Émirats a détecté 4 nouveaux signaux. L'un, par fréquence, appartenait à un U-2 Hawkeye, l'avion d'alerte précoce le plus sophistiqué des États-Unis. Les autres, probablement des F-22 Raptor, maintenaient une formation compacte dans le jargon militaire. Cela implique une chose, soutien pour une mission de suppression ou d'extraction sous couverture aérienne totale. Des sources anonymes du Pentagone ont confirmé des jours plus tard que la contre-attaque des F-35 était liée à une menace de sécurité non révélée. Elles n'ont pas détaillé si elles visaient des dépôts de missiles ou des commandements de la garde révolutionnaire, mais tout indiquait une opération minutieusement orchestrée. Pendant ce temps, à Pyongyang, les radars du système Babur 3 enregistraient des perturbations électroniques. Les opérateurs savaient ce que cela signifiait, un effort pour bloquer leur traçage. Pendant plus de 2 heures, les systèmes défensifs ont opéré en conditions de guerre cybernétique. La pression était palpable. Tout malentendu, toute lecture erronée de radar pouvait précipiter un conflit majeur. Le journaliste naval britannique Ian Kemp l'a décrit avec exactitude. Quand des F-35 décollent en représailles, ce n'est pas seulement tactique, c'est une stratégie en action, un avertissement, une leçon et surtout une preuve que la puissance navale américaine agit quand elle le doit. Et c'est précisément ce que la marine a démontré. La mer du Japon est devenue un théâtre d'essai pour une nouvelle tactique de réponse rapide, une fusion d'aviation navale, de frappe chirurgicale et de blocage électronique dans un paquet opérationnel unifié. Mais à Pyongyang, cela n'a calmé personne. Le leader suprême a ordonné de renforcer les patrouilles côtières dans le Golfe et de positionner des missiles supplémentaires près de Bandar Abbas. Le ministre de la Défense a affirmé publiquement que le pays n'acceptera pas d'intimidations étrangères sous aucun prétexte. Cet après-midi-là, la TV nord-coréenne a montré des radars en opération et des troupes mobilisées. C'était une réplique symbolique, mais aussi un défi.
Mais avant de découvrir l'atterrissage choc, abonne-toi à la chaîne et reste car dans les prochaines minutes, tu découvriras ce que les satellites de renseignement ont révélé après la contre-attaque des F-35 et pourquoi ce choc pourrait se lier à l'une des plus grandes escalades militaires de l'année. À 13h12 de l'après-midi, des images satellites ont capté les F-35 retournant à l'USS Ronald Reagan. L'atterrissage a été agile et sans fanfare. Aucun média américain n'en a rapporté. Aucune annonce n'a été faite. Pourtant, un observateur civil sur un navire marchand proche a capturé une photo floue des avions descendant avec de la fumée résiduelle sur leurs ailes. Sur l'image, on note quelque chose de particulier. Des pods de munitions vides et un drone abattu suspendu à un crochet. Cette photo a nourri de nouvelles hypothèses. Certains portails indépendants ont assuré que les chasseurs avaient détruit des hangars de missiles. D'autres ont allégué qu'ils avaient neutralisé des radars côtiers. Le Pentagone, fidèle à son protocole, s'est limité à déclarer « Nous ne discutons pas les détails d'opérations actives », mais dans les bureaux de renseignement du Pacifique, la phrase équivalait à une admission. 3 jours plus tard, une source liée à la marine des États-Unis a filtré un dato choquant. Les F-35 avaient exécuté une opération de suppression prioritaire contre des sites en Corée du Nord. Le terme, selon les spécialistes, désigne des frappes contre des menaces imminentes des lanceurs au centre de commandement. Les avions pourraient avoir éliminé un réseau de missiles avant que cela n'escalade. Rien n'a été validé. Mais la chronologie coïncidait avec un événement préalable. Un navire espion nord-coréen avait été détecté rôdant autour du groupe de bataille américain. Cette connexion a ouvert une nouvelle perspective. La contre-attaque était plus que de la défense. C'était une prévention contre une chaîne d'attaque. Si c'est véridique, le vol des F-35 était une course contre la montre. Tandis que la presse mondiale spéculait, au Pentagone régnait la prudence. Les porte-paroles ont évité les mentions directes, mais des documents internes filtrés à des médias spécialisés ont révélé quelque chose de clé. La contre-attaque a été autorisée sous le protocole de réponse de frappe rapide. Celui-ci s'applique seulement quand il y a risque d'escalade sur des routes vitales. Cela expliquerait la célérité, le secret et le blocage électronique. Un analyste du Centre d'études navales à Londres a commenté « Il est plausible que les F-35 aient éliminé quelque chose que la Corée du Nord ne pouvait pas perdre. Cela pourrait être une infrastructure de missiles, du renseignement ou même des silos nucléaires. Bien sûr, personne au gouvernement n'a confirmé ni nié. Mais la coïncidence avec l'incident du navire et espion et le déploiement électronique pointent dans la même direction. L'incident a déclenché une tempête diplomatique. La Corée du Nord a présenté une plainte formelle à l'ONU pour agression aérienne et violation souveraine. L'ambassadeur américain a répondu qu'aucune aéronautique n'était entrée en territoire nord-coréen et que toutes les actions étaient défensives, tandis que la Russie et la Chine ont soutenu la plainte nord-coréenne, qualifiant la manœuvre d'acte d'hégémonie. De son côté, la Corée du Sud, alliée de Washington, a émis un communiqué ambigu. Nous sommes au courant des événements récents dans le Pacifique et maintenons une coordination permanente avec nos partenaires stratégiques. Dans les médias internationaux, les titres parlaient d'une nouvelle crise dans le Pacifique. Les experts la comparaient aux tensions des années 80, évoquant le poids des contre-attaques aériennes dans des zones critiques. L'analyste japonais Hiroshi Tanaka l'a synthétisé en une phrase virale. Chaque fois qu'un F-35 accélère, le monde tremble. 24 heures après le retour, des satellites commerciaux ont détecté une activité fébrile sur l'USS Ronald Reagan. Des avions de logistique C-2 Greyhound et des hélicoptères Seahawk entraient et sortaient, tandis que des équipes déchargeaient des munitions fraîches. Les analystes ont noté plus. Les F-35 ont été emmenés dans des hangars gardés par des marines, avec des emblèmes de commandement aérien. Une routine standard pour manipuler l'armement post-mission. Cela a renforcé l'idée que les chasseurs avaient été touchés des objectifs clés. L'énigme, au lieu de se dissiper, s'est intensifiée. Et attention, car avant de découvrir ce qu'ont trouvé les analystes, abonne-toi à la chaîne et reste jusqu'au bout, car ce qui s'est révélé après cette contre-attaque pourrait redéfinir la dynamique dans tout le Pacifique. Dans les jours suivants, des anomalies cybernétiques ont été rapportées dans la région. Plusieurs capitaines marchands ont signalé des pannes de GPS près de la mer du Japon et des avions commerciaux ont connu des déviations de route. Les experts en cybersécurité ont soupçonné des tests de blocage électronique intentionnels, peut-être liés à la même opération des F-35. Les avions américains IA-18G Growler, maîtres en guerre électronique, pourraient avoir été dans la zone durant la frappe. Si c'était le cas, le but n'était pas seulement de détruire des lanceurs, mais d'évaluer la résilience nord-coréenne.
Un coup double, offensif et de renseignement, et ils y sont parvenus. Durant ces heures, les radars nord-coréens ont affiché des données erratiques. Les communications se sont surchargées et les opérateurs ont rapporté des échos illusoires qui s'évaporaient. Dans le domaine militaire, un tel désordre ne surgit pas par hasard. Une semaine plus tard, la Corée du Nord a réalisé des manœuvres à grande échelle sur le littoral Est. Plus de 30 chasseurs MiG-29, des vedettes Yibin rapides et des missiles anti-navires ont été déployés dans ce que le régime a appelé Opération Gardien du Nord. Le message était clair: exhiber la force et dissuader. Durant les manœuvres, le général Pak a déclaré à la presse: nous ne permettrons ni intrusion ni provocations impérialistes. Nos mers sont protégées, nos radars vigilants et nos troupes à poudre. Pourtant, en coulisses, les analystes savaient tant que la contre-attaque des F-35 avait marqué profondément, exposé des faiblesses dans les défenses aériennes et montré que la réaction face aux surprises était tardive. Pour beaucoup, dans la garde révolutionnaire, c'était une alerte. Pour les États-Unis, la frappe des F-35 n'était pas seulement technique, c'était un rappel stratégique. Leur domination dans le Pacifique reste solide. Un pas mesuré pour montrer à la Corée du Nord, à la Chine et à la Russie que tout défi aux alliés sera observé et, si nécessaire, neutralisé. Un ex-commandant de la 7e flotte l'a exprimé ainsi en anonymat. Le Lightning ne vole pas sans raison. Quand il contre-attaque, c'est parce que quelque chose de crucial est en risque et tous ceux avec des radars le perçoivent. L'incident a fonctionné comme un test, avertissement et affirmation de présence. Une démonstration de pouvoir sans besoin de guerre totale. Avec les jours, le tumulte médiatique a diminué. Les F-35 sont retournés aux patrouilles. Les destroyers ont repris les navigations et les radars se sont atténués. Mais les experts n'ont pas oublié. Dans des rapports de renseignements circulants, des semaines plus tard, on a conclu que l'épisode était une réponse de contingence exécutée avec maîtrise. D'autres l'ont vu comme un avertissement muet. La mer du Japon est retournée à sa quiétude superficielle, bien que tous sachent qu'elle était précaire. L'équilibre régional avait muté. Un amiral retraité de la marine américaine l'a dit avec une froideur qui l'encapsule. Dans la dissuasion, il n'était pas besoin de bombarder pour triompher. Parfois, il suffit qu'ils entendent dans tes turbines. Et ce matin-là, tout le Pacifique les a entendus.